Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue par cette belle soirée d'été. La lumière va venir de Mathieu Lartaud ce soir et de sa présence. Bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, merci à vous pour cet accueil dans un lieu quand même assez impressionnant, je dois dire, assez sidérant comme ça, magnifique endroit. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment tous ensemble. On va évoquer avec Mathieu ce livre qui est paru, je crois que c'était au mois d'avril, hein, c'est très récent, On n'ampute pas le cœur, dans lequel vous revenez sur cette épreuve que vous avez traversée. Ça commence quand vous avez 16 ans et que vous apprenez donc cette maladie, ce cancer qui vous frappe. Genoux retirés, prothèses posées, abandon des rêves de joueurs de rugby et pour des rêves de journalistes sportifs. 25 ans plus tard, une tumeur qui se réveille, bien plus virulente, qui vous oblige à l'amputation. On va revenir évidemment sur tout ça. Opération, rééducation et puis ce défi donc de la rééducation pour être prêt pour les commentaires de la Coupe du Monde de rugby. Une histoire que évidemment beaucoup d'entre nous connaissaient puisque vous l'avez médiatisé il y a un peu plus d'un an. Mais vraiment ce que révèle ce livre, je trouve, c'est les souffrances que vous avez endurées pendant 25 ans et que vous décrivez avec une précision qui parfois glace le sang, véritablement. On y reviendra également. Depuis la sortie de ce livre, Mathieu, est-ce que vous mesurez à quel point vous avez bien fait de le faire et de l'écrire? Oui, la réponse est oui. Elle n'était pas évidente parce que, en tout cas dans mon esprit, parce que je n'avais pas envisagé d'en faire un livre. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire d'une rencontre avec la directrice de la maison d'édition Robert Laffont, qui a su me convaincre, puisque quand j'ai rendu public effectivement cette annonce de récidive, j'ai eu beaucoup d'offres de maisons d'édition et je crois que j'étais pas prêt, en tout cas à ce moment-là, à mettre des mots sur tout ce qui m'était arrivé, en tout cas m'épancher pendant plus de 170 pages, j'en étais pas capable. Et puis Sophie Charnavel, qui est la directrice de Robert Laffont, m'a invité à un déjeuner. Elle m'a convaincu de le faire en me trouvant les arguments imparables sur l'utilité de ce récit. Et en fait, en allant à la rencontre des gens depuis qu'il est édité, j'ai pu effectivement prendre conscience que non seulement il était utile, mais il crée un lien en fait entre les gens qui sont malheureusement en train de faire face à cette maladie, parce que c'est la maladie du siècle, qu'on a tous dans nos entourages des gens qui actuellement font face au cancer. Bon, moi en plus je cumule les deux casquettes, cancer et handicap. Donc ça résonne aussi beaucoup pour les personnes handicapées, puisqu'il y a près de 12 millions de personnes aujourd'hui en situation de handicap en France. Donc à travers les rencontres que je fais dans les librairies, dans les différents salons que je parcours, je mesure tous les jours effectivement l'utilité de ce livre. J'en suis très heureux, très fier. Mais il est utile pour les gens, mais il est utile aussi pour moi, parce que ça m'a fait un bien fou d'écrire tout ça. Et même si une partie de l'histoire était effectivement connue et médiatisée, je crois que là, je mets tout sur la table. Oui. Et comme ça, on ne me posera plus jamais de questions sur ma démarche, sur tout un tas de choses. Comment vous qualifiez ces moments effectivement d'émotion que vous livrent les gens, qui vous parlent de leurs parents, d'un ami, d'un proche? C'est parfois lourd à porter? Ça a pu l'être. Et je parle d'un de ces moments-là dans le livre où mon oncologue me dit un jour, Monsieur Lartaud, il va falloir que vous arriviez aussi à vous préserver du monde qui vous entoure, parce que en rendant public cette récidive, effectivement, j'ai été submergé de messages sur les réseaux sociaux. Et dans ces messages-là, il y avait évidemment des messages qui me donnaient beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et puis d'autres qui me ramenaient à l'état qui était le mien, c'est-à-dire celui d'un malade qui fait face au cancer. Et j'ai eu des correspondances avec notamment des femmes qui étaient malheureusement en phase terminale de différents cancers. Et c'était pas évident tous les jours, parce que pour trouver les mots pour soutenir ces personnes-là, c'était pas évident. J'étais moi-même dans mon propre combat, donc ça me renvoyait aussi à ce que je devais affronter tous les jours.
Donc c'était quelque chose de parfois effectivement un petit peu pesant, mais il y avait tellement d'énergie, de positif. Par ailleurs, moi, quand j'ai fait cette annonce-là, j'ai reçu 15 000 messages sur les réseaux sociaux. C'était la première semaine. C'était un tsunami en une semaine. Et je remercie en permanence les gens que je vois et qui viennent me soutenir encore aujourd'hui, puisque je l'évoquais il y a quelques instants avec les journalistes de la région. J'étais vendredi soir à Marseille pour la finale de Top 14. Je suis rentré dans le stade et les gens se levaient, m'applaudissaient. Et c'est quelque chose qui est très puissant, qui est aussi déstabilisant parce qu'on ne s'attend pas toujours à ça. En tout cas, moi, j'ai pas fait le métier de journaliste pour être acclamé dans les stades, mais ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, et donc cet exercice de vérité, qui est un livre, m'a permis aussi d'avoir ce lien-là avec tous les gens qui ont pu me soutenir pendant cette période-là. Je savais pas comment remercier les gens, en fait. Parce que quand vous recevez 15 000 messages, vous ne pouvez évidemment pas répondre individuellement à tout le monde. Donc je me disais, tiens, le livre, c'est aussi l'objet idéal pour apporter une réponse la plus exhaustive, je l'espère, possible aux gens sur mon parcours, sur mon histoire, sur ces 2 cancers, puisque c'était un 2e cancer, sur le cheminement, sur une vie où on a parfois l'impression d'être à la marge, et c'est ce que j'ai mesuré aussi dans les échanges que j'avais avec les gens, parce que souvent, ils me parlaient de leur isolement. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'être extrêmement bien entouré. C'est un hommage aux aidants aussi, le livre. C'est un hommage aux aidants, évidemment, aux soignants, enfin voilà, à tout cet écosystème qu'il y a autour des malades. Et on n'est pas égaux dans tout ça. Et j'ai pu le constater parce que j'ai lu énormément de messages en ce sens, de gens qui traversaient... moi, je parle souvent de ce tunnel parce qu'on a l'impression qu'on est un peu à la marge. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, bon, il y a évidemment les traitements, mais il y a aussi les moments d'angoisse, les examens, les prises de sang quasi quotidiennes. Donc on rentre dans un long tunnel où on peut très très vite se sentir seul. Et si ce récit-là peut aider certaines personnes qui sont actuellement dans ce tunnel à avoir un petit bout de lumière, j'aurais déjà un petit peu gagné mon pari lorsqu'on s'est fait cette promesse avec Sophie de rendre ce récit utile. Le rugby vous a sauvé la vie, on peut le dire. Ouais. Vous dites, je suis un enfant du rugby, comme il y a des enfants du cirque. La vie du foyer et celle du club se confondent avec bonheur, parce que votre père est très impliqué dans le club. Vous touchez votre premier ballon à 2 ans. Enfin bon, voilà. Et c'est après une blessure lors d'un match que cette maladie est décelée, quoi, finalement. Oui, même si le diagnostic va être long, en fait, à long. poser. Mais sans le rugby, ça aurait pu être trop tard. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tendance à dire que le rugby a sauvé ma vie, parce que il faut savoir que moi, le premier cancer que j'ai eu, donc le nom est un peu barbare, hein, c'est un synovialosarcome, donc c'est un cancer des tissus mous du genou extrêmement rare, puisque pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on me diagnostique ce cancer en 1997, il y a 15 cas en France. Donc, vous dire que les médecins ont tâtonné beaucoup, il y a eu quelques erreurs médicales dans mon parcours au tout début, en tout cas, à la suite de ce choc que j'ai eu dans un match, ce choc a en tout cas fait sortir cette boule qui était en fait dans le liquide synovial sous la rotule du genou. Donc c'est devenu visible. Donc quelque part ça m'a sauvé parce qu'elle aurait pu se développer encore plus en silence et ça aurait été sans doute davantage dramatique pour moi. Et ensuite il y a eu ce tunnel de 2 ans et demi où effectivement il y a eu 7 opérations, 6 mois de chimiothérapie, 40 séances de radiothérapie, une infection nosocomiale. Ouais, donc je comprends. Voilà, une première longue bataille, mais avec un dénominateur commun avec la récidive 25 ans plus tard. Alors au début, c'était le noyau familial, les amis, les aidants, les soignants. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier endroit où je suis allé pour faire la promotion du livre, c'était chez moi, donc dans les Yvelines. Et à l'occasion de cette séance de dédicace, j'ai vu arriver l'infirmière qui s'était occupée de moi en chimiothérapie en 97.
Et en fait, la force d'un livre, c'est aussi ça, c'est qu'on convoque le passé et on convoque en fait des personnages qui étaient sortis de notre vie, mais qui ont été tellement importants, moi dans mon parcours, comme tout malade. Et j'ai eu cette chance de revoir Marie-Jo, qui m'a couvé, puisque ce premier cancer, je l'ai eu à l'adolescence. Donc voilà. Ça a été un moment incroyable. Ah, c'est un moment, je parlais tout à l'heure de puissance, d'émotion. Il y a quelque chose qui vous traverse, qui vous transperce comme ça. J'ai été, j'ai été particulièrement ému, elle aussi, parce que elle me voyait à la télévision depuis de nombreuses années. Elle m'avait envoyé des messages comme ça sur les réseaux, et elle est venue et je ne sais pas comment vous dire, c'est la magie ça de la vie, c'est-à-dire qu'on a l'impression de s'être quitté 24 heures auparavant et on a pu se reparler de ces moments où moi, à 16 ans, j'étais déjà dans des environnements pas toujours évidents, parce que la chimiothérapie, il y a évidemment ce que l'on éprouve, mais il y a aussi ce que l'on voit des autres. Et c'est pas toujours évident, mais moi j'en ai fait une philosophie de vie, c'est-à-dire que j'ai toujours estimé qu'il fallait relativiser en toutes circonstances, parce que quand vous êtes dans ces univers-là, vous voyez des choses qui sont assez dramatiques. Il y a toujours pire que soi. Et il y a toujours pire que soi. C'est un peu la leçon que j'ai pu tirer de toutes ces épreuves de la vie, quoi. À 16 ans, votre vie s'écroule en fait, parce que le sport, c'est le centre de votre vie. D'ailleurs, vous touchez à tous les ballons possibles. Oui, alors moi j'ai commencé par le rugby très tôt, à l'âge de 4 ans. Ensuite, j'ai fait du tennis, du basket, avec toujours le rugby en fil rouge. Mais j'étais un enfant de la balle, pour caricaturer un petit peu. Et c'est vrai que mon monde tournait autour du sport. Et quand vous avez un diagnostic aussi terrible et que le chirurgien... après déjà 4 opérations, on vous dit qu'on va vous retirer intégralement en bloc le genou depuis le fémur jusqu'au tibia et qu'on va vous mettre une prothèse en titane massive de reconstruction et que vous ne pourrez plus plier la jambe, donc que vous ne pourrez plus courir, donc que vous ne pourrez plus faire de sport. Oui, le monde s'écroule. Et c'est un moment... C'est combien de temps pour faire le deuil de ça? Parce que c'est le premier deuil à faire finalement pour vous. Alors moi, ce deuil-là, il a été... assez rapide, malgré tout. En réalité, moi, ce que j'avais du mal à accepter, c'était que je devais rentrer en sport-études rugby. Et donc, j'avais déjà quelque chose de, pas de tout tracé, mais presque. Donc, le deuil, il se situait là. Mes parents étaient davantage préoccupés par la maladie. Moi, à ce moment-là, je me suis jamais senti mortel. C'est-à-dire que quand on est adolescent, on ne se sent pas concerné par la mort et on ne se fait pas ce type de raisonnement-là. Il n'y aurait eu que vous ne l'auriez pas fait. C'est ça ce que vous... Il n'y aurait que moi, je ne l'aurais pas fait. Et ça a été une source de conflit avec mes parents, puisque j'étais mineur, donc c'était eux qui prenaient les décisions liées à ma santé. Et il y a eu quelques discussions houleuses à ce moment-là, parce qu'effectivement, je n'acceptais pas. J'acceptais pas de perdre mon genou et de basculer dans une vie contrainte. Et puis, ça a duré une dizaine de jours. Il a fallu aussi une forme d'introspection pour moi, pour voilà, digérer tout ça et basculer dans autre chose. Et là aussi, j'en ai fait quelque part une force après dans ma vie, c'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, ok, le sport c'est terminé. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'aimais écrire, j'aimais lire, j'étais plutôt curieux de nature, j'avais toujours été attiré par le journalisme. Je me suis dit, bon, maintenant, ton objectif, tu vas être journaliste. Avant même de penser qu'un jour je serais à la télévision devant des millions de gens pour parler de rugby ou autre, d'autres disciplines, je voulais faire ce métier-là. Et ça a été un objectif de vie, c'est quelque chose qui m'a servi de moteur pendant toute mon hospitalisation, puisque cette hospitalisation s'est éternisée, puisqu'après j'ai fait une infection nosocomiale. Là, je suis resté 4 mois en service septique, et ma mère, qui était dans l'éducation nationale, a aménagé tout un écosystème autour de moi, où elle faisait venir ses copines et ses copains profs pour qu'ils me donnent des cours. Pour que je puisse passer le bac à distance. J'ai passé mon bac en candidat libre.
Je l'ai obtenu. Je suis allé passer les concours à l'école de journalisme. J'étais en béquille. Et j'ai avancé en fait comme ça, un petit peu tête baissée. En tout cas avec cette détermination de réaliser des choses. J'avais une forme d'urgence à accomplir des choses parce que ça faisait 2 ans que j'étais trimballé d'un hôpital à un autre, d'une opération à une autre, de traitements lourds, et que j'avais soif de m'accomplir et de faire des choses. Donc voilà, je me suis lancé dans cette magnifique profession qui, des années plus tard, au moment de la récidive, sera encore un moteur extraordinaire pour moi. Les 26 ans durant lesquels je trimballe ma jambe raide, les douleurs physiques vont crescendo. Elles deviennent si fréquentes qu'à partir d'une certaine époque difficile à dater, je ne crois pas avoir passé un jour sans douleur. C'est généralement en fin de journée jusqu'au coucher qu'elles se manifestent. Les week-ends de match à commenter annoncent des moments de souffrance intense. Déambuler dans les aéroports, plier la jambe dans le train ou dans l'avion, monter les escaliers dans les stades où les ascenseurs sont rares. J'accueille souvent les premières douleurs significatives en m'installant dans la cabine de commentaires. Évidemment, tout ça, on ne le soupçonne pas. Ils vont raconter ce moment crescendo qui est ce match à Rome. Vous avez commenté le premier match de l'ouverture du tournoi des Six Nations. Au Pays de Galles. Vous dormez à Roissy. Le lendemain, vous devez partir à Rome. Et là, les douleurs sont comme elles n'ont jamais été, en fait. Vous le ressentez encore quand vous en parlez, ça ? Elles étaient déjà, ces douleurs persistantes, quotidiennes, mais là elles étaient devenues insupportables à tel point que je ne pouvais plus marcher, tout simplement. Quand je suis arrivé au stade olympique de Rome, je raconte cette scène dans le livre, je suis allé immédiatement voir Fabien Galtier et Raphaël Ibanez, mes anciens consultants en France Télévisions, devenus sélectionneurs et managers du 15 de France, et je leur ai dit, écoutez, si vous n'allez pas voir le doc et s'il ne trouve pas une solution, je regardais la tribune, parce que quand on est dans un stade, on va commenter en tribune de presse. Il y avait une centaine de marches, et je regardais ces marches, j'étais incapable de les monter. Et donc je leur ai dit, si le doc n'a pas un remède un peu miracle, je ne pourrais pas être à l'antenne tout à l'heure, ce qui aurait été une première dans ma carrière. Et effectivement, j'avais commenté un match la veille à Cardiff, donc j'avais à ce moment-là pris 3 avions déjà. J'avais déambulé dans les aéroports, puisque malheureusement sur ce genre de transition, les marches sont longues. Et donc j'avais ma jambe raide que je traînais depuis 20 ans, qui me faisait souffrir au quotidien. Ce que j'ignorais, c'était que la tumeur avait repris sa funeste besogne et qu'elle grandissait. Elle était déjà énorme. En fait, elle était visible. Et je commençais à me douter qu'il y avait quelque chose de plus grave que un problème mécanique lié à ma prothèse, puisque je savais que la prothèse de reconstruction que j'avais arrivait à la date limite, puisque c'est des prothèses qu'il faut changer tous les 20-25 ans en moyenne, donc on était à 23 ans. Vous l'attribuez à ça, à ce moment-là ? Au tout début, oui, je me disais, bon, il y a quelque chose qui cloche, j'ai une vis qui a sauté, je vais passer au garage et on va me faire la révision. Et en fait... Pardon, juste sur les douleurs, Mathieu. Comment vos douleurs que vous nous racontez là, elles impactent vos proches dans ces moments-là, avant qu'il y ait il y a déjà beaucoup de situations où je cachais ces douleurs, où elles étaient très souvent... Alors moi, pour ma part, je pense que dans la salle, il y a plein de personnes qui peuvent peut-être être confrontées à des douleurs chroniques, quelles qu'elles soient. Moi, c'était des douleurs qui se réveillaient souvent la nuit ou à la tombée de la nuit. Et donc, j'avais plutôt tendance à me relever, à aller dans le séjour et à essayer de me calmer. Regarder une série ou... Voilà. J'ai essayé par tous les moyens, de la lecture, une série, à essayer de calmer tout ça. Je souhaitais pas tomber dans les antidouleurs parce que je savais par expérience, en ayant reçu beaucoup de traitements lourds déjà, qu'on pouvait vite... être un petit peu accro à ce genre de substances. Donc je refusais de prendre quoi que ce soit. Et donc j'essayais de vivre avec ça. Mais le cerveau humain est quand même extraordinaire parce que je crois qu'il nous évite la folie en acceptant ce genre de douleur. Et à un moment donné, on l'apprivoise, ou en tout cas on fait en sorte de vivre avec. Et il y a plein de gens qui vivent au quotidien avec des douleurs chroniques, que ce soit au dos ou ailleurs. Donc j'ai vécu 20 ans comme ça.
C'était transparent pour vos proches presque. Ah oui, oui, mais oui, vous voyez rien. Mon épouse, mes enfants, mes enfants ont appris à vivre avec un papa qui avait aussi un handicap, même s'il était invisible pour le plus grand nombre, avec un handicap quand même assez important. J'ai jamais pu faire la moindre activité physique avec mes enfants. Je leur ai pas appris à faire de vélo. Je pouvais pas aller jouer au parc avec eux, à courir dans l'herbe. Donc tout ça était su, était vécu avec mes proches. Ils me voyaient de temps en temps souffrir. Je le raconte dans le livre, à l'occasion de vacances, sur quelques expéditions dans la nature, où j'essayais de me faire violence un petit peu. Bon, ils savaient que j'allais passer des moments difficiles, mais ça faisait partie aussi un peu des sacrifices que je consentais à faire, parce que sinon j'étais un papa assez inutile. Donc je faisais ça. Mais ce jour-là, à Rome, il n'était plus question de douleur physique. Là, il était question juste de faire des pas pour marcher ou pour monter des escaliers. Et accessoirement, j'avais quand même une petite mission, parce que je devais commenter France-Italie pour des millions de gens. Et donc, il était urgent de trouver une solution. Donc, j'ai pris un anti-inflammatoire qui m'a permis de faire le match. Un petit peu shooté, je dois bien vous l'avouer. Mais c'était pas plus mal, parce que la qualité de la rencontre était pas extraordinaire. Donc ça m'a permis de traverser ce match, voilà, sur un nuage, assez sereinement, sur un petit nuage. Et puis lorsque je suis revenu chez moi le dimanche soir, bon là je suis allé voir mon épouse et je lui ai fait une promesse, parce qu'elle me connaît un petit peu. Moi je suis un dur au mal et j'ai parfois tendance à vouloir minimiser un petit peu les choses. Et là je lui ai dit, bon, je crois qu'il se passe quelque chose. Je te fais la promesse qu'à la fin du tournoi de destination, j'irai consulter, parce que dans mon esprit, il fallait que je fasse le tournoi. Alors, il restait 2 mois de tournoi. C'était pas très raisonnable. C'était pas très raisonnable. Mais la passion, sans doute l'idée aussi, peut-être inconsciente à ce moment-là, que quelque chose de grave se tramait et que donc vous avez envie de profiter des derniers moments heureux qui vous sont proposés. Et donc je lui ai dit, j'irai consulter dès le coup de sifflet final de ce tournoi à destination. Et j'ai fait ce tournoi pendant 2 mois en prenant des anti-inflammatoires tous les jours, ce qui me permettait de supporter la douleur, de pouvoir me déplacer pour aller dans les stades. Et puis je suis allé consulter comme prévu à la fin. Alors vous allez voir une chirurgienne orthopédique, Madame Dumaine, que vous décrivez. Alors je fais juste une parenthèse, parce que j'étais assez surpris par votre attention aux détails. Je reviens en arrière, parce que la première consultation que vous avez à la Pitié-Salpêtrière quand vous êtes jeune, vous décrivez ainsi le docteur Bénazé qui vous reçoit. Qui est l'antithèse de Madame Dumaine. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Nous avons à nouveau affaire à un homme d'âge plutôt mûr, pas très grand, qui en impose davantage par ses titres à rallonge que par son physique. Son teint hâlé tranche avec sa froideur. Il est la caricature du mandarin, le professeur 5 étoiles dans toute sa splendeur, pour qui la moindre manifestation de chaleur humaine serait considérée comme une faute professionnelle. Et puis il y a cette femme, donc 25 ans plus tard, elle nous reçoit dans son bureau, les résultats à la main, la cinquantaine dynamique, elle dégage une modernité réconfortante. Impossible de ne pas remarquer ces grandes lunettes rouges vives qu'elle arbore comme un élément à part entière de sa personnalité. Je remarque aussi au bout de la blouse des baskets type Adidas Gazelle, un modèle historiquement porté par les joueuses de handball. Nonobstant la blouse de rigueur, elle s'habille donc au travail comme elle est au dehors. C'est étonnant d'avoir cette attention aux détails à ce moment-là. Ouais. Mais ça montre aussi une évolution. Bien sûr. Ouais. Qui est une évolution évidemment commune à notre société, mais elle dégage beaucoup de modernité, Valérie Dumaine, que je verrai demain matin. Et Monsieur Bénazé était, voilà, cette caricature du mandarin, du ponte, éduqué à la médecine où on ne prend pas de gants, où on met beaucoup de distance avec le patient. C'est un peu sévère dans le descriptif, mais je crois que c'est assez juste et je ne lui jette pas la pierre, parce que j'ai pu mesurer à travers toutes ces épreuves la complexité, la difficulté de ce métier, parce que ce sont des gens qui font face à des malades toute la journée, qui annoncent des mauvaises nouvelles. C'est de la distance aussi. Et c'est une distance nécessaire pour eux.
parce que sinon, je ne sais pas comment ils pourraient supporter de faire ce métier-là, où finalement, vous êtes annonciateur de mauvaises nouvelles, vous côtoyez la mort en permanence, donc il y a cette nécessaire distance à prendre. Mais il était important pour moi de souligner la différence donc dans cet intervalle de 25 ans avec Valérie Dumaine, qui effectivement intègre une forme de modernité, qui représente une forme de modernité. Et je crois, en fait j'en suis assez convaincu, je n'ai été suivi que par des femmes sur mon deuxième cancer. Et ça a changé beaucoup de choses dans la relation, dans le rapport qu'elles ont avec leurs patients. Pour vous donner un exemple assez concret, Valérie Dumaine, lors de ma première consultation avec elle, elle a conclu cette entrevue en me disant « Si un jour je dois pleurer avec vous, je pleurerai avec vous ». Ça paraît tout bête, mais compte tenu de ce que j'avais déjà vécu par le passé, j'ai pris ça comme déjà un gage de confiance, parce que ça voulait dire qu'elle était dans l'empathie, elle était dans la complicité de moments difficiles. Et je me suis dit, elle me cachera rien. Alors peut-être que la vision que j'avais de M. Benazet, c'était aussi la vision d'un jeune adolescent à qui on annonçait que sa vie allait s'écrouler du jour au lendemain. Là, il y a une maturité différente, il y a un parcours, il y a un chemin de vie, je ne suis plus tout à fait le même, mais j'ai face à moi une femme qui est dans l'empathie et qui va l'être tout au long de cette épreuve, cette deuxième épreuve, cette récidive, à tous les moments. Au moment de l'opération, sur la table d'opération, la veille, dans l'explication avec mes proches. Moi, j'ai une scène extraordinaire que je raconte pas dans le livre, mais la veille de mon amputation, je suis dans la chambre avec mes parents, avec mes enfants, avec mon épouse, et ma fille, Jeanne, pose des questions à la chirurgienne sur ce qu'est une amputation, ce que ça va impliquer, comment elle va fonctionner, puisqu'il y avait l'enjeu aussi de se débarrasser complètement de la tumeur sans prendre le risque que des cellules cancéreuses se propagent. Et elle a été d'une pédagogie, elle a été d'une patience très, très didactique dans ses explications, prenant le temps. Ça a duré 1h30 et ça a été une séquence de questions-réponses entre elle et ma fille que j'ai trouvé géniale. Et en fait, on a besoin de ça quand on est dans ce type de moment-là. Vous en avez parlé avec elle, de cette empathie? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'en même temps, la prise de distance, elle est presque normale, nécessaire. Alors qu'elle fait tout l'inverse, quoi. J'en ai parlé avec elle parce qu'il se trouve qu'elle connaissait très bien le professeur Benazet, qui était une référence. Hein, donc elle l'a connu. Et elle l'a éprouvé en tant que jeune interne. Et elle me disait que voilà, c'était aussi parce qu'elle avait côtoyé ce genre de personnage qu'elle avait décidé d'être ce médecin-là, ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai pu d'ailleurs le constater doublement parce que ensuite, quand je suis arrivé au centre de rééducation, et puis aujourd'hui, dans mon projet, je monte une association. Donc, dans mon projet associatif, j'ai intégré des gens qui ont été traités par Valérie Dumaine. Et tous m'ont dit exactement la même chose. Et tous ont eu ce rapport-là avec cette chirurgienne. Donc, et c'est d'ailleurs pas anodin que ça soit l'un des personnages un peu du livre qui est peut-être davantage mis en avant que les autres, parce que c'est une personnalité assez exceptionnelle. Et vous le disiez, je rends hommage aux aidants dans ce livre, mais pour moi, le personnel soignant, les infirmières, toutes ces personnes-là sont des gens dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Et donc, pour revenir à votre question initiale, on se souvient du moindre détail, des baskets qu'elle porte. Alors, la couleur des lunettes, c'était pas très dur, parce que moi, je me souviens très bien quand j'étais sur la table d'opération, pour ceux qui ont été opérés dans leur vie, vous avez ce moment où vous vous dites, bon, quand est-ce que la lumière s'éteint ?
Et en fait, au moment où je me disais ça, j'ai vu ces lunettes rouges arriver au-dessus de moi. Elle m'a dit ça, monsieur Lartaud. J'ai dit oui. Et rideau. Noir. Noir. Donc c'est quelque chose qui est assez marquant. Donc elle vous annonce le diagnostic, elle nous reçoit la semaine suivante avec les résultats complets. Le sarcome est de grade 3 sur les 4 possibles, autrement dit le dernier stade, avant qu'il me faille remplir mon testament. Je suis sonné, mais j'encaisse. Ce j'encaisse, il est étonnant, et en même temps, compte tenu de tout ce que vous nous avez dit avant, vous y attendiez presque finalement. Je m'attendais à ce que quelque chose de grave soit arrivé, mais je ne m'attendais pas à la récidive d'un cancer, je ne m'attendais pas à la gravité du diagnostic, puisque effectivement la grade 3, bon, c'est quand même bah oui, la dernière étape avant de faire son testament. Et en fait, pour la première fois de ma vie, et contrairement au premier cancer, là je me sens vulnérable. Et je me sens mortel. Et j'ai surtout ce poids. Je suis plus l'adolescent. Parce que la notion de mort à 17 ans, elle n'était pas tellement là, en fait. Non, et puis, bon, il y a l'insouciance, et puis, il y a le fait que vous menez votre vie seul. Et quand vous êtes 26 ans plus tard confronté à ça, et que vous êtes marié, que vous êtes père de famille, d'un seul coup, vous embarquez aussi tout le monde là-dedans. Et en fait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était ça, c'était davantage la crainte de devoir l'annoncer à mes enfants, dans un premier temps, et de replonger mes parents 25 ans plus tard, puisqu'ils venaient, ce sont des jeunes retraités, ils venaient d'être à la retraite depuis 1 ou 2 ans, et de devoir retourner chez eux, de leur dire que ça repartait, que l'issue était encore plus incertaine que la première fois, puisque effectivement au moment du diagnostic posé, les médecins, mon oncologue, n'étaient pas forcément très très optimistes. Ça c'est un moment difficile à vivre, plus que évidemment que j'étais inquiet de mon propre sort, mais j'étais très très angoissé à l'idée de replonger mes proches dans ces moments de douleur, de souffrance, d'épreuve. Et ça a été un moment assez simple finalement avec mes enfants et beaucoup plus difficile avec mes parents. Donc à ce moment-là, je suis dans cet état d'esprit. Et puis tout se mélange, quoi. À un moment, vous vous dites, bon, il va falloir aussi que j'aille en informer mes collaborateurs. Accessoirement, je fais un métier public. Donc disparaître des antennes de France Télévisions, ça va se voir. J'avais évoqué en 2020, dans une émission de Faustine Bollard sur France 2, mon histoire, mon premier cancer. Donc je me suis dit, bon là, si je disparais de l'antenne et que je dis rien, il y a forcément des gens qui vont faire des rapprochements. On est quand même dans une époque où les raccourcis sont vite faits, la communication n'est pas toujours très précise. Et donc c'est ce qui m'a encouragé finalement à faire cette annonce-là, parce que je voulais complètement maîtriser cette communication pour à la fois préserver mes proches et puis pour être transparent avec les gens qui me suivent à la télévision maintenant depuis de nombreuses années. Donc là, on est dans un moment où tout ça se percute et on doit aller vite. Parce que la réalité, c'est qu'on me diagnostique cette récidive, qui a tout de suite un protocole à mettre en place, une nouvelle chimiothérapie et une amputation à réaliser le plus vite possible, quoi. Et que vous proposez, même, c'est pas que vous la proposez au docteur Dumaine, mais vous devancez presque sa question, quoi. Oui, je la devance parce que j'ai conscience à ce moment-là, et d'ailleurs elle me confirmera mon impression, c'est que même si la tumeur n'était pas revenue, j'avais une jambe qui était dans un tel état que de toute façon, elle me l'a dit, il aurait été impossible de m'enlever la prothèse que j'avais pour m'en remettre une autre. Ma jambe ne l'aurait pas supporté, j'avais une jambe atrophiée qui était plus courte de 4 cm que l'autre. Enfin, voilà, j'étais dans un état qui ne m'aurait pas permis une nouvelle prothèse. Donc ce cheminement-là
Je l'avais déjà fait, et je l'avais déjà fait parce que j'ai côtoyé dans ma vie de journaliste quelqu'un dont je parle dans le livre, qui a été extrêmement important dans mon parcours, parce qu'il a semé une petite graine en moi, celle de l'acceptation. Et en fait, ce journaliste, il s'appelle Patrick Knaff. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote qui s'est déroulée ici au Mans à l'occasion des 24 heures. Patrick Knaff, pour beaucoup d'entre vous, je pense, vous l'avez sans doute connu. C'était quelqu'un, journaliste chevronné du service des sports, qui était un casse-cou. Et il brûlait la vie par les deux bouts. Il brûlait la vie par les deux bouts. D'ailleurs, il couvrait beaucoup les sports extrêmes à France Télévisions, le parachutisme, le ski de vitesse. Il a d'ailleurs à ce jour toujours le record du monde de ski de vitesse sur une jambe à 188 km/h. Et c'était un personnage assez extraordinaire pour ça, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que c'est quelqu'un qui avait été amputé à l'âge de 14 ans. Moi, je monte une association pour que le grand appareillage orthopédique soit accessible au plus grand nombre, et notamment financièrement, parce qu'il y a une iniquité absolument détestable en la matière. On y reviendra. Mais on va y revenir, mais il faut se dire que Patrick, lorsqu'il a été amputé, lui, il avait une prothèse en bois, donc l'ancêtre de l'appareillage qu'on a. Le pirate, quoi. Voilà, l'appareillage qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et donc, il faisait des choses absolument extraordinaires. Il skiait, il sautait en parachute, il faisait de la moto. J'ai jamais compris comment il faisait de la moto, mais il en faisait. Et c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile, parce qu'il me voyait dans la rédaction. Moi, je suis arrivé à France Télévisions, j'étais un bébé journaliste, j'avais 20 ans. Et il me voyait boiter, souffrir. Et il me disait, mais fais-toi couper cette putain de jambe. Et c'est la phrase que je mets en exergue dans le livre, parce qu'en fait, il me disait, mais tu peux faire moins de choses que moi, qui me suis fait amputer à l'âge de 14 ans. Et cette phrase-là, elle va faire son chemin. Et je raconte cette scène qui s'est donc déroulée à l'occasion des 24 heures du Mans. Donc à la fin des 24 heures, on est allé en centre-ville, et puis on a fait une petite fête. On était quelques personnes du service des sports, dont Patrick. Et puis à 2h30 du matin, Patrick nous dit, bon allez, c'est fini, il va en Grand Prince régler l'addition. Et puis il sort du bar, il trébuche, et en fait sa prothèse se démanche, donc il la perd. Et là, vous imaginez bien, week-end, vous savez mieux que moi, week-end des 24 heures du Mans, une foule immense. Accessoirement, bon, moi à cette époque-là, je suis pas connu, mais lui, il l'est, et puis ceux qui sont avec nous aussi, donc c'est un peu les gars de la télé. Le mec se rétame devant tout le monde. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils se rendent compte qu'il avait qu'une jambe, et donc il prend sa prothèse en bois, il se la fout sur l'épaule, et il remonte la rue à cloche-pied. Et là, je me dis, mais ce mec est complètement taré. Et en même temps, j'ai voulu raconter cette scène parce que... Elle est presque fondatrice. Elle est fondatrice pour moi. Parce qu'évidemment, le handicap, c'est le regard des autres. C'est l'acceptation de son nouveau corps. Et ce soir-là, il s'est affranchi de tout ça. C'est-à-dire qu'il était dans un... C'est pas qu'il était dans un état second, parce qu'il était comme ça au quotidien. Et j'ai eu cette chance de croiser la route de cet homme qui nous a malheureusement quittés trop tôt. Et donc je voulais lui rendre hommage à travers ces lignes et dire à quel point, et aussi faire en sorte que les personnes qui feront malheureusement face à ce genre de péripéties et qui devront se faire amputer un jour dans leur vie, s'affranchissent du regard des autres. Moi j'ai tendance à dire, le plus important c'est le regard des nôtres. Si on est accepté par ses proches, par soi-même, on peut vivre très très heureux, même avec une prothèse comme la mienne aujourd'hui. Et Patrick a été déterminant dans mon parcours pour ça. Donc j'étais un peu dans l'obligation de lui rendre cet hommage-là dans ce livre. Vous dites d'ailleurs qu'à l'époque, quand vous racontez cette scène, à mes yeux, le handicap n'est pas un état, c'est une étiquette. Et j'en veux pas. Ça, c'est vraiment... Ça le musée d'ailleurs, ce déni à lui. Mais parce qu'à ce moment-là, je ne me considère pas comme Patrick. Ah oui. Ouais. Parce que Patrick, au quotidien, et je l'expérimente aujourd'hui, a des contraintes bien plus importantes que les miennes, et que pour moi, à ce moment-là, la personne handicapée, c'est quelqu'un qui est entravé dans son autonomie de tous les jours, qui a besoin parfois
des autres pour se déplacer ou pour faire des choses, ce qui n'était pas mon cas, même si évidemment je traînais une jambe morte, donc c'était pas simple tous les jours, mais j'avais la sensation de ne pas être tout à fait dans cette case. J'étais un peu à la lisière de deux mondes, quoi, entre le valide et le non valide. Et j'ai mis du temps à intégrer ça. Peut-être qu'il y avait aussi une forme de déni par rapport à ma situation. Mais même quand j'ai fait l'émission de Faustine, j'étais avec Grégory Cuiron, qui est un cuisinier émérite, qui a gagné Top Chef, à qui il manque un bras. J'étais avec Guillaume Batz, un formidable humoriste qui nous a malheureusement quittés, qui avait la maladie de Verre. Et même pendant cette émission, au milieu d'eux, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais pas l'impression d'être complètement à ma place. Je considérais que eux étaient des vrais handicapés, pas moi. Bon, c'était peut-être un peu crétin, mais c'était comme ça que je me percevais. Et puis j'avais l'impression aussi que tout le monde me percevait comme ça, parce que quand vous faites de la télévision, vous êtes un homme tronc, donc en fait, on ne se rend pas compte. Et personne ne se rendait compte. Et c'est aussi l'une des scènes que je décris dans le livre. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que j'en avais un peu marre quand j'arrivais dans les stades que toutes les personnes me disent qu'est-ce qui vous est arrivé, vous êtes fait les croisés, parce qu'ils me voyaient marcher pour la première fois. Et ils se disaient, mais il y a quand même une démarche bizarre, ce mec-là. Et il avait raison, Patrick Neuf, parce que vous seriez venu il y a 2 ans, vous étiez comme ça. Ah, j'aurais eu la jambe tendue, oui. Comme ça. Et finalement, vous avez plus de mobilité maintenant que vous n'en aviez avant. C'est lui qui avait raison. Oui, il a complètement raison. Et puis aujourd'hui, je peux faire du vélo avec mes enfants, ce que j'ai jamais pu faire. Je peux faire tout un tas de choses que je ne faisais pas. Après, il y a l'envers du décor, où quand on vit avec un handicap, il y a des choses extrêmement pénibles. Et j'ai voulu aussi mettre ces thèmes-là sur la table dans le livre, sur l'accessibilité, l'inclusion. Il y a les Jeux paralympiques qui arrivent à Paris. C'est combien de stations de métro à Paris qui sont accessibles 9. 9, ouais. Sur 200, un peu plus de 230. Alors on me dit que des choses sont faites, que la ligne 14, oui, la ligne 14, bon, très bien. Mais aujourd'hui, et encore, moi je m'estime chanceux, c'est-à-dire que moi je peux descendre des marches, aller dans une station de métro par mes propres moyens. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant aujourd'hui à Paris, c'est impossible. Donc ça, c'est assez insupportable. Le fait que les choses bougent assez peu finalement, moi ça me met en colère. Alors je sais que on parle beaucoup d'héritage en matière de Jeux Olympiques. Je ne sais pas quel héritage laisseront ces Jeux en matière d'inclusion, parce que je sais qu'il y a une flotte de taxis qui a été équipée pour s'occuper des personnes à mobilité réduite pendant la durée des Jeux. Mais après les Jeux, je ne pense pas que tout le monde puisse se payer des taxis tous les jours pour aller faire ses courses, pour aller se déplacer, etc. etc. Donc, pour l'instant, je constate qu'il y a un retard immense en France, peut-être encore plus spécifiquement à Paris. Moi, j'ai cette chance-là de voyager énormément. Je peux vous dire que on est à la traîne, très très à la traîne dans ces secteur-là. Donc voilà, le livre, c'était aussi pour moi une manière d'en parler, d'essayer d'attirer l'attention aussi sur ces thématiques-là et de mettre ça... Et sur les problématiques de prix des prothèses aussi, parce que vous racontez en fait que quand on a un accident, on peut avoir droit à une prothèse plutôt très chère, et quand on a une prothèse parce qu'on a une maladie, oui, selon la nature de l'amputation, en réalité, aujourd'hui, il y a une iniquité absolument dingue. Donc moi, je vais prendre un exemple très concret et que je prends toujours, parce que comme ça parle. À 16 ans, j'ai donc eu un sarcome qui, à l'époque, a suscité beaucoup d'inquiétudes, des traitements lourds, mais pas d'amputation. Mais il y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui qui, à la suite d'un ostéosarcome, sont obligés d'être amputés. Donc on va prendre un adolescent de 16 ans qui est amputé à la suite d'un ostéosarcome. Cet adolescent-là, il va avoir une prothèse qui est prise en charge par la sécurité sociale, qui est la prothèse exactement que j'ai aujourd'hui, qui est une prothèse qui coûte environ 15 000 €, qui a un bon genou, mais qui n'est pas le meilleur genou. Vous l'avez peut-être vu quand je suis arrivé, quand je monte les marches, j'ai une jambe raide, elle ne plie pas en phase de montée.
C'est une prothèse qu'on doit recharger tous les soirs comme un smartphone pour pouvoir l'utiliser à la 24 heures d'autonomie. C'est une prothèse qui n'est pas étanche. Bon voilà, c'est une prothèse qui est une bonne prothèse, mais qui a beaucoup de défauts aussi. Ce type de prothèse doit être changé tous les 6 ans. Donc quand vous êtes pris en charge par la sécurité sociale, tous les 6 ans, vous en avez une nouvelle. Voilà. La meilleure prothèse du marché, elle vaut 100 000 €. Elle vous permet de monter les marches comme quelqu'un de normal, en pliant la jambe. Vous avez 14 jours d'autonomie. Vous pouvez prendre votre douche avec, vous pouvez aller vous baigner à la plage avec. Elle est complètement étanche. Elle vous permet beaucoup de choses. Mais évidemment que c'est complètement délirant. 100 000 €, vous ne pouvez pas vous le payer. Et en plus de ça, c'est à fond perdu, puisque tous les 6 ans, vous devez la rendre. Ce n'est pas une voiture d'occasion ou une voiture neuve. Vous n'en récupérez rien. Et vous devez remettre 100 000 € pour vous équiper du même appareillage. Le même adolescent de 16 ans qui n'a pas eu un ostéosarcome mais qui a eu un accident de la route avec tiers responsable, il va avoir toute sa vie, et c'est tant mieux, une assurance qui va prendre en charge son appareillage. Donc lui, il va pouvoir avoir accès à la 100 000 €. À la prothèse à 100 000 €. Donc vous avez 2 adolescents du même âge, et selon la nature de l'amputation, qui vont avoir accès différemment au grand appareillage orthopédique. Donc, pour les enfants ou les adolescents qui ont un cancer, une méningite foudroyante, qui font du diabète, c'est la double peine. Donc, vous avez non seulement une maladie qui vous menace de mort et qui vous ampute d'un de vos membres, mais en plus de ça, vous n'avez pas accès aux meilleures prothèses du marché. Et donc, je suis en train, là, à l'heure où je vous parle, le site internet devrait arriver demain ou après-demain, monter une association qui s'appelle De Bout en Bout et qui va essayer de faire avancer les choses. Déjà, d'un point de vue de la législation, on va essayer de faire changer les choses. Donc là, ce sera un lobby auprès de nos chers hommes et femmes politiques pour essayer de faire changer les choses, ce qui ne va pas être simple. Et puis, c'est évidemment appeler à la solidarité, aux dons, aux mécènes, aux grandes entreprises. On en a quelques-unes déjà qui se sont mobilisées avec nous pour essayer de faire en sorte d'aider. Évidemment, on ne pourra pas aider tout le monde, mais si on peut aider 2, 3, 4 adolescents à avoir accès aux meilleures prothèses. Alors évidemment, je parle des adolescents qui sont victimes de maladies, comme moi, qui malheureusement n'ont pas une assurance, ou en tout cas un tiers responsable, qui leur permettra toute leur vie d'avoir accès à la meilleure prothèse. Et c'est pas anodin, c'est pas un luxe, c'est pas un confort, parce qu'à cet âge-là, c'est un moment charnière où on s'engage dans la vie, où on va choisir un métier. Avoir la meilleure prothèse possible, c'est avoir la meilleure autonomie possible. Et donc c'est aussi aux yeux des employeurs avoir le meilleur employé possible. Donc c'est des questions qui sont, je pense, fondamentales. Et j'ai découvert ça. Moi, je l'ignorais avant d'être confronté à ça. Et ça me paraît tellement aberrant. Là, vous sentez la responsabilité de porter ça ? En tout cas, quand j'ai mis ces sujets-là dans mon livre, mais déjà quand j'étais hospitalisé, je me souviens d'un jour où je me suis réveillé quelque temps après mon opération, et j'ai dit à mon père, mais quand j'ai appris que j'allais avoir une prothèse prise en charge par la sécurité sociale, mais quand on m'a décrit la prothèse, par rapport à tout ce que j'avais vu, puisqu'en tant que journaliste, j'étais allé un peu me documenter à droite à gauche, je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir ce type de prothèse-là. Et en fait, j'ai vite compris que, si, comme il n'y avait pas de tiers responsable, j'allais avoir la prothèse de base remboursée par la sécurité sociale. Alors, c'est très bien la sécurité sociale, on a un formidable système en France et il faut en être fier. Mais je crois qu'il y a des choses à faire évoluer. Et pour vous donner aussi une idée précise de tout ça, c'est que la fameuse prothèse qui coûte 100 000 € en France, elle coûte 25 000 € au Brésil. Et dans d'autres pays, elle est moins chère parce que on a des problèmes de TVA, de choses comme ça en France aujourd'hui, qui font que ce type d'appareillage est extrêmement cher. C'est un appareillage qui est fait majoritairement par des
entreprises étrangères. On a de très bons prothésistes en France. On a aussi une industrie à développer. Il y a des usines qui s'appellent Protéor dans la région de Dijon, en Bourgogne, qui aussi font en sorte de créer des nouvelles prothèses. Après, il y a un temps long. Quand vous créez une prothèse, après, il y a des essais cliniques, il y a des expérimentations. Et tout ça est très très long. Pour faire valider un nouvel appareillage, ça peut prendre 5, 6 ans. Et souvent, ce temps-là fait que le matériel qui arrive est presque obsolète parce que d'autres arrivent. Donc voilà. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de porter avec cette association, qu'on va essayer de faire changer. Ça va être un travail de longue haleine. Moi, je découvre aussi le monde associatif. Mais je me lance là-dedans parce que voilà, il faut le faire, quoi. Et je parle même pas là des lames de sport, puisque vous allez voir les Jeux paralympiques sur les antennes de France Télévisions dans quelques semaines. Il faut savoir que les athlètes paralympiques, ils bénéficient de lames en carbone. C'est des accessoires qui coûtent très cher, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc les athlètes de très haut niveau ont la chance d'avoir des partenaires, des sponsors qui leur financent ça. Mais les amputés, comme moi, comme la grande majorité, n'ont pas accès à ce genre de matériel-là. Et pourtant, le sport est un élément essentiel dans la reconstruction de tout individu, et puis dans son épanouissement personnel. Donc pour avoir accès à ces lames de sport, alors il y a là des associations qui existent, l'âme de joie notamment, et plein d'autres. Alexis Anquincan, qui sera normalement porte-drapeau de la délégation paralympique de l'équipe de France, permet aussi à des gens d'avoir accès à ce type d'appareillage pour faire du sport. Mais dans notre système français aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est remboursé. Et on pourrait étendre ça, et certains d'entre vous le savent, je pense, on pourrait étendre ça aux fauteuils roulants. Il y a des fauteuils roulants aujourd'hui qui coûtaient extrêmement cher et qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, où le reste à charge est trop important. Donc il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot et on va essayer de porter ces combats-là. Je vous encourage à lire dans le livre. On n'a pas le temps de le raconter, mais vous le lirez dans le livre, on ne va pas non plus tout dire. Toute la période de rééducation, évidemment, dans ce centre, au départ, vous étiez assez replié sur vous-même, puis vous avez rejoint un groupe avec lequel vous entendez. Il y a des moments de solidarité et de fraternité qui sont exceptionnels avec des gens avec lesquels vous êtes toujours en contact. On n'a pas le temps d'y revenir, mais juste une question par rapport à votre retour à l'antenne, puisque vous avez été opéré au mois de juin, vous êtes revenu au mois de septembre pour commenter la Coupe du Monde de rugby. Au-delà de cette envie qui est finalement très, très personnelle, très égoïste aussi, est-ce qu'il y avait aussi une volonté de votre part de montrer qu'on peut être touché par la maladie, on peut avoir un cancer, subir une amputation, on peut se réinsérer aussi dans la société? C'était ce message-là aussi que vous vouliez démontrer? Oui, c'était le message sous-jacent. Je vais être transparent avec vous de manière très égoïste. Normal. Je voulais revenir avant tout pour vivre la Coupe du Monde de rugby au micro de France Télévisions. Normal. Ça a été mon moteur. Je voulais être le 8 septembre au Stade de France, supporter l'équipe de France, parce que ce match-là était sur TF1, donc on ne l'avait pas. Donc je me suis rendu au stade avec mon papa en tant que supporter du 15 de France. Et pour moi, c'était l'accomplissement de 2 mois et demi de travail acharné en rééducation, parce qu'il a fallu que je réapprenne à marcher comme un enfant. Les médecins ne croyaient pas, vous le racontez. Les médecins me disaient depuis le début que ce serait impossible. Donc d'abord, égoïstement, c'était effectivement un défi personnel. Et ensuite, oui, évidemment, que c'est montrer qu'on peut revenir d'un cancer, d'une amputation et se réinsérer. Alors moi, j'ai cette chance-là d'être dans une grande entreprise qui a aussi mis tout un dispositif autour de moi pour que ça puisse être réalisable, notamment sur les accès dans les enceintes sportives, parce que là encore, il y a un travail colossal à faire, puisque les stades de rugby, mais les grands stades, sont pas toujours équipés d'ascenseurs, n'ont pas toujours des plateformes pour les PMR. D'ailleurs, je vous remercie, parce qu'il y a un ascenseur ici pour accéder à cette merveilleuse salle, donc ça c'est quand même
très appréciable, mais c'est pas malheureusement pas la règle. Donc oui, c'était un message d'envoyer au plus grand nombre pour dire qu'on pouvait. Il faut quand même savoir qu'en France, les personnes qui traversent des épreuves de vie comme le cancer, mais quelle que soit la maladie ou qui ont un handicap, souvent ils sont dégradés au moment de revenir dans leur métier. Ce sont les chiffres, hein, c'est assez factuel. Il y a environ 11% de personnes qui, au moment de retrouver leur emploi, voilà, sont rétrogradées dans la hiérarchie parce que voilà, soit leur mobilité leur permet plus de faire ce qu'ils faisaient avant. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis astreint à un travail physique immense parce que je ne voulais pas être dans l'incapacité de retrouver mon poste tel que je l'avais laissé. Mais j'ai cette chance-là aussi de faire un métier à part. J'ai bien conscience que je ne retourne pas à l'usine faire les 3-8. Et ça, je le dis et je le répète dans ce livre parce que dans les personnages dont on n'aura pas l'opportunité de trop parler, mais il y a Adama qui a été essentiel dans ma reconstruction. Adama, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des rails de chemin de fer et qui s'est fait percuter par une machine qui lui a arraché une jambe. Il est arrivé au centre de rééducation 2 mois avant moi. Et il a été essentiel parce que c'est quelqu'un de solaire déjà, et c'est quelqu'un qui m'a montré la voie dans sa détermination, dans le travail qu'il abattait au quotidien. Donc moi, je me suis mis dans sa roue et je me suis dit, je le lâche pas et c'est lui qui va me tirer vers le haut, et il l'a fait. Et Adama aujourd'hui fait partie de mon association. Donc je suis content qu'il soit dans votre vie, dans l'aventure avec moi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Et c'est quelqu'un qui, je pense, va compter aussi pour tous les jeunes qu'on va rencontrer à l'avenir à travers l'association. Tout ça pour dire qu'il y a des personnages comme ça qui se mettent sur votre chemin, qui n'étaient pas prévus. Moi, je parle de communauté de destin, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ce centre de rééducation. Et voilà, ils vous montrent la voie, ils vous poussent à dépasser en fait les limites qu'on se fixe parfois soi-même. On en revient au fait de relativiser toutes les situations, parce que je peux vous dire que dans ce centre de rééducation, j'ai vu des choses absolument dingues, parce qu'il y avait aussi des gens atteints au niveau neurologique, qui étaient prisonniers bien souvent de leur corps et même de leurs pensées qu'ils ne pouvaient pas malheureusement partager avec nous puisqu'ils étaient privés de la parole. Et voilà, c'est des personnages qui m'ont marqué, mais qui m'ont réconcilié un peu avec notre humanité. Et par les temps qui courent, on est quand même dans une société très fragmentée, très divisée. Ouais. Et je peux vous dire qu'en fait, c'est quand on est dans les épreuves les plus terribles de la vie, quand toutes les barrières tombent, quand on est en huis clos, parce que dans un centre de rééducation, on n'est qu'entre nous, on n'a rien à voir les uns avec les autres, et pourtant, c'est le moment d'humanité le plus puissant que j'ai vécu de toute ma vie. Donc ça prouve bien que quand on fait tomber un peu les habits de notre société, quoi, quelque part, on redevient juste des êtres humains. Les valeurs de solidarité, de fraternité, on parlait de ça tout à l'heure dans le rugby, que moi j'ai retrouvé là, dans cette équipe, dans cette petite communauté d'éclopés et de malades. Et on peut partager des choses extrêmement fortes, et on n'est jamais rien, on n'est rien sans les autres, en fait. C'est ça la leçon de ce parcours de rééducation, et c'est un petit peu la leçon de ce livre, je crois, du rugby, parce qu'en fait tout ça, voilà, on va finir par le rugby, de toute façon. Il y a quand même un fil rouge là-dedans, quoi. C'est que moi j'attache beaucoup d'importance au collectif, et j'ai vécu ça doublement dans cette épreuve. C'est parfait qu'on termine là-dessus, parce qu'on va partir le 11 mars 2023. Ça, c'est votre meilleur souvenir.
Ah oui, c'est clair. On regarde. Battre les Anglais déjà. Déjà battre les Anglais, c'est pas mal. C'est toujours bien. Allez, on va aller à Twickenham, 11 mars 2023. Commentaire Mathieu Lartaud, Dimitri Yachvili. 53-10. On en est à combien là? 8 essais? Je sais plus. C'est anecdotique, mais on a vidé le banc côté anglais avec l'entrée de David Ribbans. Son premier match dans le tournoi, il remplace Alex Dombrandt, 3e ligne. 7 essais précisément, Cécile. Aujourd'hui, prise de balle de Thibaut Flamand pour les dernières minutes. On va profiter, savourer jusqu'au bout avec tous ces bleus merveilleux. Maxime Lucu au pied. Quelle maîtrise, quelle sérénité dégagée aussi, hein, au-delà de la prestation collective. On a senti une équipe de France en pleine possession de ses moyens dans tous les secteurs de jeu cet après-midi. Melvin Jaminet. Beaucoup de pieds de Melvin Jaminet qui trouve la longueur là-bas. Il va pousser Marcus Smith à faire l'effort, relancer ce ballon, crochet intérieur, mais c'est... il nous avait pas fait le pas de l'eau encore. En demi-teinte. Hein. Il est arrivé à la 77e. Ludlam, Mitchell. Près du Rock, attention là, l'accélération de Marcus Smith qui slalom dans la défense française, mais il est seul pour l'instant. Smith, le déblayage arrive. Pénalité, monsieur O'Keefe, sur le déblayage. Vunipola est allé un peu loin. À l'inverse, on est sanctionné, c'est un avantage en cours pour l'Angleterre. Le baroud d'honneur vraiment là des Anglais dans les ultimes instants. Bon plaquage de Moefana, ça bataille encore dans les rucks côté français, on lâche rien. Jusqu'au bout avec Jack Walker pour les Anglais. Mitchell encore une fois sous pression par Movaka sur une libération encore une fois très difficile. Le renversement en Farrell dans le fermé pour Watson. Repris, il ne lâche rien jusqu'au bout. Les Bleus. Il va revenir à la pénalité, il y a un avantage. Il est un peu gentil avec les Anglais parce qu'il y avait un déblayage vraiment limite, ça va être joué rapidement. Ouais, mais regardez, c'est pas très bien joué encore parce que Curie il est un peu seul au cœur de la défense française. Le relais d'Itoje. Il lâche rien. 53-10, il lâche rien les Français. Pas un centimètre, allez. C'est ça les grandes équipes. Ouais, oui. Mitchell. Il a pris l'intervalle. Ouais. Il a pris la porte, mais derrière ça s'est un peu refermé. Et on est encore sur un avantage pour une faute française. Non, toujours pas, il est sauvé. Il est en dessous. Non, Romain en but. Il est en dessous, Romain. Non, il y a pénalité. Oui, mais ça, voilà. Ça démontre l'état d'esprit de l'équipe de France. Exactement. Tout au long de ce match, jusqu'à la 79e. On ne lâche rien, même avec 43 points d'écart. Et pour l'honneur, les Anglais qui voudraient inscrire un deuxième essai. Tenir jusqu'au bout. On le disait, tous les points compteront probablement lors de la dernière journée. Le Dlam dans le dos et en avant de Mitchell. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent absolument pas. Mais l'état d'esprit est vraiment remarquable et magnifique. De la part de nos Bleus, on marque un maximum de points. On en prend un minimum aussi. On lâche rien. Allez messieurs, lâchez-vous. Vous savez ce que ça procure, Dimitri. Oui. Une victoire ici à Twickenham. Il y aurait eu des matchs de légende parce qu'on s'est arrêté à l'histoire du tournoi Destination. Mais comment ne pas penser aujourd'hui à 1999, cette demi-finale de Coupe du Monde face aux All Blacks, la première remontada peut-être de l'histoire du sport français qui nous avait tous éblouis. Et Thomas Ramos désigné homme du match ce soir à Twickenham. Les 30 dernières secondes pour le triomphe français. Une victoire historique. 53-10 face à l'Angleterre. Allez, la dernière mêlée fermée, très certainement. Introduction Maxime Lucu. On se souviendra longtemps de ce 110e crunch entre Anglais et Français ici à Twickenham. Le bastion anglais qui cède. L'équipe de France qui avait mis fin à 10 ans de disette au Pays de Galles l'an dernier. C'était pareil en Irlande. On était allé chercher une première victoire en Australie depuis 31 ans lors de la tournée d'été. Une victoire contre les All Blacks qu'on attendait depuis 12 ans, 13 ans. Une victoire contre l'Afrique du Sud. Et désormais, 18 ans ici à Twickenham. Les pendules sont à l'heure. Les pendules sont à l'heure, à 6 mois de la Coupe du Monde. Allez, la dernière, l'assurée. Envoyer ce ballon dans la tribune.
exulter. Allez, contrôler cette dernière mêlée, ça s'écroule. Pénalité contre les Anglais. N'en jetez plus. On va pouvoir botter ce ballon très haut dans les tribunes de Twickenham et savourer pleinement ce succès, cette démonstration, ce triomphe français cet après-midi. 53-10, bravo messieurs. Vous nous avez fait rêver. Quel match! Comment on n'a pas pu gagner la Coupe du Monde avec une équipe pareille? C'est pas possible. Oh là là, vous voulez remuer le couteau dans la plaie. Bon, ils nous ont fait rêver, on a quand même vu les 3 minutes les plus chiantes du match. Hein, Je voulais voir en fait au départ les spectateurs qui partent et tout, parce qu'effectivement il y a Julie qui dit non mais restez, parquez-les, faut pas qu'ils regardent ça. C'était la première fois de toute ma carrière, et j'en ai commenté quelques-uns des matchs à Twickenham, où je voyais le public anglais partir à 15 minutes de la fin. Après c'est fait à l'anglaise, c'est-à-dire avec élégance. Ils sont partis sans rien dire, même pas un sifflet, rien. Ils avaient un peu honte de ce qui se passait. Ils ont préféré déserter. Il y a l'émotion dans votre voix à la fin. Hein. Vous êtes pris par Oui, parce que, comme je le dis, ça faisait 18 ans qu'on n'avait plus gagné à Twickenham. Et que moi, dans ma carrière de journaliste rugby à France Télévisions, j'ai pas que des bons souvenirs des France-Angleterre. Vous avez connu une époque de vache maigre. J'ai connu 10 ans de désert, de longue traversée du désert, c'était assez pénible. Et donc oui, alors c'est un moment particulier sportivement, et puis personnellement, je suis à 15 jours de la fin du tournoi et je commence aussi à... Je parlais tout à l'heure de profiter des moments qui m'étaient offerts, et celui-ci, je le prenais comme un beau cadeau, quoi. Parce que je savais que 15 jours après, tout ça pouvait s'arrêter. Et donc ça a été un moment magique. Et c'est la force du sport, je crois, c'est de nous procurer ce type d'émotions-là, et surtout de les partager. Nous, avec Dimitri, jadis avec Fabien et Raphaël, on est des passeurs d'émotions en fait. Et en fait, c'est la magie de notre métier. C'est qu'on est là pour capter des choses qui nous traversent pendant le match, dans le descriptif évidemment, mais aussi dans ce qui se passe dans l'atmosphère, ce qui flotte comme ambiance dans un stade. Et on essaye de le restituer comme ça aux gens qui nous suivent à la télévision. J'espère on essaye de... Là, on l'entend, hein, le voile d'émotion dans la voix, les frissons qui sont là. On essaie en tout cas de le faire de la manière la plus juste, mais moi j'ai toujours tendance à dire aux jeunes journalistes qui nous rejoignent aujourd'hui à France Télévisions que c'est un privilège de faire ce métier-là, parce qu'on se rend dans les plus beaux stades du monde. Là, on va accueillir les Jeux Olympiques, ça fait un siècle qu'on attend ça. On est aux premières loges. Moi, j'avais un patron qui me disait, le journaliste, c'est celui qui est à l'endroit où les choses se passent. En fait, on est ce jour-là à l'endroit où il faut être, the place to be, comme disent les Anglais. Là, on va être à Paris pour les Jeux et les Paralympiques. C'est une chance, c'est un privilège. Ça va être quoi votre quotidien alors pendant les Jeux là? C'est quoi, combien d'heures de direct? Ça va être 6 heures pour ma part, ça va être 6 heures d'antenne. Moi, je présente une tranche, des tranches, on va tourner un petit peu, mais si vous voulez, on va faire 20 heures sur 24 de diffusion sur France 2, sur France 3 en simultané, plus notre chaîne digitale. Donc moi, je vais faire 6 heures de présentation par jour sur les Jeux Olympiques, puis 15 jours après, on remettra ça sur les Jeux Paralympiques, puisque ça, c'est une fierté. On va diffuser les Jeux Paralympiques de manière égalitaire avec les Jeux Olympiques. Donc on aura le même traitement, le même volume horaire, donc la même caisse de résonance, je l'espère, en tout cas la même exposition. Maintenant, il faut que le public se mobilise et aille voir ces athlètes extraordinaires. Mais en tout cas, pour la première fois en France, on va diffuser les Jeux Paralympiques comme on diffuse les Jeux Olympiques, avec le même nombre d'heures de diffusion. Donc ça, c'est une fierté. Ça demande de l'engagement, beaucoup, de la passion, du travail. Mais il faut beaucoup bûcher parce que vous allez traiter de toutes les disciplines pendant les 6 heures. Donc il faut être un peu au fait de ce qui se passe dans chacune. Oui, en effet. On va devoir, mais bon voilà, ça fait partie de notre métier. C'est ce qui est aussi génial à France Télévisions, c'est que moi je suis très marqué rugby et tennis. Ouais.
Mais notre slogan à France Télévisions, c'est qu'on est le plus grand terrain de sport. Mais c'est vrai qu'on a cette opportunité de faire des événements planétaires comme les Jeux, où il faut être efficace. Il faut pouvoir montrer qu'on a bien travaillé et être polyvalent. Et c'est ce qu'on essaye tous de faire. Alors on a cette chance-là. Moi, je présente Stade 2, qui est une émission mythique qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. C'est une émission multidiscipline. Et les Jeux, en fait, nous, on est éduqués à France Télévisions, au service des sports, à ça, quoi. Au sport, au sens large du terme, en essayant de mettre en lumière toutes les disciplines, même les disciplines dites mineures. Et parfois, dans les Jeux Olympiques, vous allez découvrir des athlètes que vous ne voyez pas en dehors des Olympiades. Et c'est aussi ce qui fait le sel de notre métier. Donc moi, je répète ça à longueur de journée aux jeunes journalistes qui arrivent, là, qui ont 20, 21 ans, avec leur insouciance, de leur dire, mais mesurez bien la chance, le privilège que vous allez avoir de vivre. Ça fait 100 ans qu'on attend des Jeux en France. Donc on va vivre un moment extraordinaire et privilégié. Bon, même si pour l'instant on ne sent pas l'engouement absolu du flamme pays. Un peu au début, puis là ça redescend. Ouais. Mais la flamme par expérience, une fois que les Jeux sont partis, normalement, le pays se met en ordre. Il y a les élections en plus, donc ça retarde effectivement l'effet JO. Un petit peu. Un petit peu. Alors, allez, 2-3 questions si vous avez des questions dans la salle. Ne soyez pas timide. Alors attendez, on va vous donner un micro, pardon madame. On vous apporte le micro. Regardez, il y a une demoiselle qui arrive tout de suite. Allez-vous commenter le rugby à 7 immédiatement. Était la question. Bonsoir madame. Bonsoir. Voici le micro. Alors non, je ne commenterai pas le rugby à 7, puisque comme je vous le disais, je vais faire que de la présentation pendant les Jeux Olympiques, et le rugby à 7 masculin-féminin sera commenté par Jean Abeyou et Vincent Clerc, qui feront ça très bien. Oui. Mais pour ma part, les Jeux, c'est que de la présentation, pas de commentaires en direct. D'accord, merci. Merci madame. Alors, il y a 2 mains qui se lèvent tout au fond. Voilà, exactement. Par là. Si vous voulez bien juste garder la main levée, pardon, de manière à ce qu'on puisse vous identifier. Merci beaucoup. Il y aura une autre question juste ici. Bonsoir à vous et merci. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous connaissez l'existence d'une équipe de France des transplantés. Des transplantés. Transplantés. Est-ce qu'on parle des Paralympiques? Oui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une existence d'une équipe de France des transplantés? Pas du tout. Vous me l'apprenez. Voilà. Donc nous aussi, on a nos Jeux. Et c'est pas assez médiatisé en France par rapport à d'autres pays. À quelle date sont ces Jeux? Alors nous, on a eu les mondiaux en avril l'année dernière, et là on part pour les Jeux européens en juillet. D'accord. Eh bien, écoutez, vous m'enverrez toutes les informations, on va échanger. Vous viendrez pendant la dédicace si vous voulez bien, madame. Okay. Je vous donnerai mon adresse mail, mais évidemment qu'on peut malheureusement pas être sur tous les fronts. Et il faut parfois nous porter connaissance de ce genre d'événements, parce que nous on a tendance à être un petit peu, vous savez, dans le rail des grands événements qui font partie du catalogue de droits de France Télévisions. Et il y a des choses parfois qui nous échappent, mais effectivement, si vous avez des choses à me partager, à me donner, je les restituerai aux équipes chez nous, parce qu'on a évidemment plusieurs émissions qui sont susceptibles de faire des reportages sur tout ça, avec grand plaisir. Merci à vous, puis bravo à votre parcours. Merci. Merci madame. Il y a une question juste ici, monsieur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir plus exactement. Je m'appelle Alain Thureau. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez indiqué ce soir. Vous féliciter pour l'engouement que vous avez suscité, notamment auprès de tous les gens présents ici ce soir. Et je ne puis que vous féliciter pour votre engouement et votre engagement auprès des associations pour avoir des équipements qui vous tiennent vraiment à cœur. Merci.
Que des félicitations, pas de questions. Génial. Merci à vous. Une dernière question, si vous en avez une. Il y en a une. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais simplement savoir comment est-ce que vous l'avez annoncé et comment est-ce que ça a été reçu au sein du service des sports de France Télévisions. Vous dire que ça a été bien reçu, pas tout à fait, parce que beaucoup de mes confrères ont été un peu choqués parce que j'avais rien dit à personne. En fait, à l'exception de la petite équipe rugby qui m'a accompagné sur le tournoi Destination et qui me voyait au quotidien souffrir, les autres étaient absolument pas au courant. Comment je l'ai annoncé? J'avais coordonné un petit peu la chose. J'avais évidemment parlé avec la directrice de la communication du groupe de France Télévisions qui m'avait conseillé de faire un mail à 15h à mes collaborateurs et un post Instagram à 15h01. Parce qu'en général, quand vous faites un mail dans une entreprise comme France Télévisions, où on est très très nombreux, vous faites un mail à vos collaborateurs à 15h. À 15h02, normalement, ça se retrouve sur les réseaux. On est comme ça, on est journaliste, on ne se refait pas. Quand on a une info, on a tendance à la partager. Donc j'avais fait ça en 2 temps. Mais mes très très proches, en tout cas mes collaborateurs les plus proches avec qui je travaille toute l'année sur le rugby, eux étaient dans même s'ils n'avaient pas tous les éléments encore, ils savaient très bien qu'il y avait des choses graves qui s'annonçaient, mais pour la plupart ça a été un choc parce que personne évidemment ne s'attendait à ce que je quitte l'entreprise aussi subitement. Merci beaucoup. Dans le livre, donc lisez ce livre qui va être dédicacé dans un instant par Mathieu Lartaud, vous découvrirez cet homme qui a donc un besoin d'urgence de vivre, je dirais, de construire très vite. Est-ce que vous vous êtes demandé, ce sera ma dernière question, qui vous auriez été si vous ne vous étiez pas arrivé tout cela? Alors si vous avez 3 heures, on peut encore continuer. Allons-y. Mais je ne vais pas tenir longtemps parce que les spots là, je ne sais pas vous. Ça chauffe. Il fait chaud. Hein. Ouais, il fait chaud. Je commence à transpirer. Donc oui ou non alors? Non, évidemment que je me suis souvent posé cette question qui est un peu philosophique, mais on en est à se dire le destin, la fatalité, toutes ces notions, est-ce qu'elles sont... ça dépend des personnalités. Moi, ce qui est certain, c'est que je n'aurais pas été celui que je suis sans avoir traversé toutes ces épreuves. J'aurais peut-être été un joueur médiocre de rugby, j'aurais peut-être été un grand joueur de rugby. Aurais-je rencontré mon épouse, que j'ai rencontrée sur les bancs de l'école de journalisme que j'ai faite et que je n'aurais sans doute pas faite si mon premier cancer ne s'était pas manifesté à ce moment-là? Est-ce que j'aurais eu mes 2 formidables enfants que j'ai aujourd'hui? J'en aurais peut-être eu d'autres. Enfin voilà, je vous laisse à toutes ces questions. Voilà. Oui, donc beaucoup en fait, oui, forcément. C'est la vie qui est ainsi faite. On prend des directions qui n'étaient peut-être pas les nôtres au départ, et puis on se construit une vie comme ça au fil des rencontres. On nous met des gens sur la route qu'on n'aurait sans doute jamais croisés. Et heureusement, la plupart du temps, pour notre plus grand bien. Et on essaye de faire son chemin comme ça et de s'accomplir dans la vie. En tout cas, si la question sous-jacente à la vôtre était « Est-ce que vous êtes malgré tout content de celui que vous êtes aujourd'hui et de la vie que vous avez ?» La réponse est un grand oui, parce que j'ai cette chance de faire un métier de passion, et ça c'est une chance immense, et que à travers France Télévisions, à travers le livre aujourd'hui, à travers l'action que j'aurai avec mon association, je vais à la rencontre des gens comme ici ce soir. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans ma vie, c'est de pouvoir partager ces instants-là. Des moments qui ne sont pas toujours heureux, mais qui finalement nous amènent à nous rencontrer ce soir, à échanger, à partager et à essayer de rester optimiste. Et par les temps qui courent, il faut rester optimiste.
Merci, merci. Merci Mathieu Lartaud. Je suis et nous sommes très heureux d'avoir croisé votre route ce soir en tout cas. Merci pour votre témoignage. Très heureux d'avoir été parmi vous. Merci pour cette Merci beaucoup et dédicace de Mathieu Lartaud maintenant.